Noël, qui es-tu et quelle est ton histoire? En fait, moi, Noël, c'est un jeune Camerounais qui est né et a grandi au Cameroun. Je suis toujours quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait. Je commence mes études de doctorat en janvier 2014. J'avais toujours cette volonté de pouvoir découvrir les hautes sphères de la science. Pour pouvoir peser un échantillon, il fallait que je sorte de notre laboratoire. Je marche peut-être 50 mètres pour aller dans un autre laboratoire pour peser un échantillon. C'est comme ça que j'ai postulé énormément de financement qui n'avait toujours pas été positif. Je me rappelle, mon rêve, c'était l'Allemagne. Parce que du coup, ça faisait un peu débat, il y avait des intrigues. Mais comment, pendant que les autres partent en Europe, qu'est-ce que toi tu peux faire en Inde? Il n'y a rien en Inde et tout. Je suis parti pour 24 mois et au bout de 18 mois, j'avais complètement fini ce que j'avais à faire. Vous savez, la période où j'attends pour soutenir ma thèse de doctorat, je suis donc recruté comme chercheur au ministère de la Recherche scientifique. Mon futur pour l'Afrique, c'est vraiment de voir une Afrique où la connaissance est au cœur du développement. Noël, qui es-tu et quelle est ton histoire? Ok, tout d'abord, j'aimerais te remercier pour l'intérêt que tu as bien voulu porter à mon profil pour enrichir ta chaîne. Je me sens flatté et c'est toujours un honneur pour moi de participer à ce genre d'événement. En fait, moi, Noël, c'est un jeune Camerounais qui est né et a grandi au Cameroun, qui a fait toutes ses études au Cameroun, du primaire jusqu'à son doctorat, avant de commencer à s'envoler un peu de partout pour pouvoir suivre ses rêves. D'accord. Ça, c'est une introduction très rapide. Et on va revenir dans ce tour où tu es parti. Mais qu'est-ce que tu penses que nos auditeurs ou les gens qui nous suivent aujourd'hui vont apprendre de cette conversation? Ok, je crois que vos abonnés et tous ceux qui vous regarderont, ceux qui regardent ce programme pourront apprendre à propos de la science des matériaux, à propos de l'environnement du bâti en Afrique, comment est-ce qu'on peut sortir du désordre urbain et avoir des bâtiments beaucoup plus sains dans un contexte où on parle énormément des changements climatiques, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser nos ressources locales pour pouvoir parler à ces problématiques de changement climatique tout en atteignant nos objectifs de développement sans toutefois fragiliser notre économie. Donc, on parlera un peu tout ce qui tourne autour de la science, de la chimie, de ces matériaux et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour pouvoir résoudre tout un tas de problèmes en Afrique en termes de logement et de qualité des matériaux de construction. Ok, Et aussi, super. on pourra avoir des informations sur comment je suis arrivé, quelles sont mes motivations, qu'est-ce que j'ai pu réaliser jusque-là et comment est-ce que je m'évertue aussi à accompagner d'autres Africains à pouvoir atteindre leurs rêves et pouvoir se réaliser et contribuer à ce développement du continent africain. Powerful. Donc, tu es chimiste, on l'aura deviné. Oui, je suis chimiste. C'est vrai, quand on va dire chimie, on va voir chimie et les matériaux de construction, on estime que l'écart est très grand. On ne comprend pas Ouais, comment est-ce que la chimie se retrouve là-bas. Oui, donc, ouais. on va aussi essayer de réduire ce gap de connaissances entre les deux domaines et montrer qu'effectivement, il y a un lien très étroit et vraiment direct entre les deux. Ok. Mhm. Donc, tu as dit que ton parcours a commencé, a débuté au Cameroun. Est-ce que tu peux nous faire revenir sur tes expériences de ton éducation au Cameroun et où est-ce que tu te trouves actuellement Ok, dans ta carrière? actuellement, je me trouve à Londres, en Angleterre. Mais avant d'y arriver, il y a eu beaucoup de choses puisque, comme je le dis, j'ai fait mes études primaires à Met. Mon université, j'ai fait l'université de Yaoundé 1, où je suis entré en première année de chimie et j'ai fait mes études jusqu'au niveau de mon doctorat en chimie. Et je me suis spécialisé dans la chimie des matériaux, la science des matériaux. Mon parcours a été celui d'un étudiant moyen, surtout quand j'étais au secondaire. À l'université, un peu mieux, parce que certaines conditions étaient réunies pour me permettre de me développer un peu mieux et de donner le meilleur de moi-même. Donc, à l'université, j'étais un étudiant normal qui s'évertue à valider ses unités d'enseignement et à aller, mais toujours quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait.
ce qui a essayé de forger un peu l'homme que je suis aujourd'hui et ce que j'ai pu atteindre. Ouais. Donc tu nous dis que tu es à Londres, en fait, tu ne dis pas que tu es à Imperial College of London, qui est l'une des Oh, universités les plus prestigieuses au ouais, monde ça c'est et vrai. bon, que tu as eu aussi On y d'une arrivera. prestigieuse bourse Ouais. de financement pour te retrouver dans ce top niveau. Ok, bon, s'il faut donc parler de mon parcours jusqu'où je suis actuellement, je dois dire que quand je fais mon doctorat en 2014, je commence mes études de doctorat en janvier 2014, j'avais toujours cette volonté de pouvoir découvrir les hautes sphères de la science. Et donc, du coup, dans mes débuts, j'étais conscient de ce que l'environnement dans lequel on était en Afrique ne nous permettait pas de faire cette science à un niveau aussi élevé, par le manque de soucis. Je me rappelle par exemple quand je faisais mes études, mon travail de master, pour pouvoir peser un échantillon, il fallait que je sorte de notre laboratoire, je marche peut-être 50 mètres pour aller dans un autre laboratoire pour peser un échantillon. Et imaginons qu'on fasse une analyse qui soit sensible par rapport au temps. Le temps de quitter du laboratoire A pour aller au laboratoire B peser, cela cause un sérieux problème en termes de qualité de résultat que l'on va avoir. Ça, c'est pour essayer un peu de caricaturer le niveau basique des difficultés que l'on avait quand on faisait nos recherches. Donc, j'étais conscient de tout cela, il fallait que je me découvre. C'est comme ça que dès mon entrée en doctorat, j'ai commencé à chercher les financements. C'est comme ça que j'ai postulé énormément de financements qui n'avaient toujours pas été positifs. Je me rappelle, mon rêve, c'était l'Allemagne parce que quand je regardais les programmes qu'il y avait en Allemagne et tous les bénéfices qui tournaient et tous les avantages qui tournaient autour de ces programmes, c'était vraiment très avantageux. Et pour moi, je disais, et aussi que l'Allemagne se présentait comme un pays où il y a énormément de qualités scientifiques, les ressources sont énormes. Et du coup, je me disais, non, c'est là où il faut que j'y aille. Il faut que je me batte pour y arriver. Et il y a un programme de formation qui est la DEAD, qui est très populaire, qui était je suis très compétitif. J'ai eu à le faire 2 fois. J'ai pas été retenu. Et la deuxième année, quand je fais ma DAD, en même temps, je postule aussi à la bourse de la TOAS, qui est un programme sous l'UNESCO dans une certaine mesure, de Third World Academy of Science, qui permet de soutenir les mobilités sud-sud. C'est ainsi que dans le cadre de ce programme-là, je me suis retrouvé en train d'aller en Inde pour faire une partie de ma thèse de doctorat. Et je rappelle que initialement, je suis parti pour un programme de 24 mois, c'est-à-dire pour un séjour de 24 mois en Inde. Et je me rappelle quand je devais y aller à cette période-là, c'était dans mon département, c'était quand même l'une des premières de voir un étudiant en doctorat qui devait aller de ce côté du monde-là, pendant que tout le monde allait en Europe, aux États-Unis. Moi, je partais en Inde. Et du coup, ça faisait un peu débat, il y avait des intrigues, mais comment, pendant que les autres partent en Europe, qu'est-ce que toi tu pars faire en Inde? Il n'y a rien en Inde et tout. Et moi, cela, ça m'a un peu, au départ, j'étais un peu frustré, je me disais, mais attends un peu, est-ce que je suis pas poisseux? Qu'est-ce qui se passe et tout et tout? Sauf que, au moment où j'arrive en Inde, je trouve un centre de recherche excellent, avec toutes les ressources nécessaires, des conditions de vie excellentes, parce qu'il faut dire que ce sont des pays où, quand vous êtes chercheur, vous avez quand même un certain minimum et un certain encadrement. Donc, j'ai eu la chance de tomber dans un centre de recherche où le logement que j'avais même au Cameroun, je l'avais pas. En tant que jeune doctorant, j'étais logé dans un appartement de 2 chambres où j'avais vraiment toutes les ressources, le ménage, les personnes qui se chargeaient de faire le ménage chez moi et tout, laver la maison et tout. Donc, ça fait dire que j'avais en fait, tout ce que j'avais à faire, c'était de réfléchir. Et du coup, je me suis mis au travail. Et je suis parti pour 24 mois et au bout de 18 mois, j'avais complètement fini ce que j'avais à faire. Ça veut dire que j'avais fini mon programme de recherche, j'avais publié pratiquement 5 articles, j'avais rédigé ma thèse, tout cela au bout de 18 mois. Et quand je finis mon programme, il dit non, il faut que je rentre. Parce que dans ma tête, je voulais aller en Allemagne. Et comme la DAD m'avait loupé, je pensais beaucoup plus au programme d'Alexander von Humboldt. Et du coup, quand je faisais ma thèse, c'est à ce programme-là que je rêvais et que je pensais tout le temps. Donc, du coup, quand je fais 18 mois après, je finis ma thèse, je dis à mon superviseur gérant, il me dit, mais pourquoi? Je dis non, j'ai fini ce que j'avais à faire. Rassure-toi, c'était excellent. Je suis satisfait de ce que j'ai accompli. Je suis satisfait de l'environnement et de l'encadrement que tu m'as offert. Sauf que j'ai d'autres objectifs à atteindre, il faut que je rentre. C'est ainsi que je suis rentré au Cameroun. Et c'est quand je rentre au Cameroun, la période où
j'attends pour soutenir ma thèse de doctorat. Je suis donc recruté comme chercheur au ministère de la Recherche scientifique. Et la même année, je suis sur mon doctorat. Et quand je suis retourné au ministère de la Recherche scientifique, je suis affecté à la mission de promotion des matériaux locaux, qui est un centre de recherche au niveau du Cameroun, qui permet la promotion de l'utilisation des matériaux locaux pour, euh, pour réduire les coûts des infrastructures, des infrastructures au niveau du Cameroun. Donc, faire de la recherche sur comment transformer les ressources locales en des matériaux de construction durables avec un penchant sur l'environnement. Au cours de la même année, j'ai ce recrutement et puis l'année qui suit, j'obtiens le financement de la Fondation Alexander von Humboldt. Et il faut dire que entre mon doctorat et l'obtention du financement de la Fondation Alexander von Humboldt, j'ai appelé à énormément de fellowship, énormément de grants. Parce qu'étant déjà recruté au niveau du ministère de la Recherche scientifique, je me disais, OK, il me faut des financements. Si je peux avoir des financements qui vont me permettre d'équiper le laboratoire et de travailler sur place, c'est fantastique. Si c'est plutôt aller à l'extérieur, fantastique. Pour moi, il me fallait juste avoir les ressources pour pouvoir faire une recherche de qualité. Donc, c'est ainsi que j'ai eu la Humboldt et j'avais postulé aussi à Marie Curie et pas mal de choses qui n'avaient pas été successful. Et j'ai pu faire la Humboldt, je me suis retrouvé en Allemagne. Et Ok, après l'Allemagne, on pose un peu ici oui, déjà. Ton parcours est inspirant parce que on voit que tu as remarqué que tu as des challenges, tu as dit que tu pesais des produits, des composés dans un laboratoire un peu plus long que ton propre laboratoire, ce qui t'a fait réaliser qu'il y a des difficultés structurelles qui devraient t'empêcher de libérer ton plein potentiel. Et ouais, tu as réalisé ce constat, tu n'as pas, tu ne t'es pas focalisé dessus en disant je ne peux pas y arriver parce que je manque de ressources. Tu t'es peut-être dit, OK, je manque de ressources, comment puis-je y arriver? Et il faut que j'y arrive parce que c'est parce que je manque de ressources que je dois tout faire pour y arriver. Et tu as donc rebroussé tes manches pour chercher comment faire pour y arriver. Et tu es parti cogner à toutes les portes que tu as pu te cogner, toutes les mots qui passaient devant tes yeux et tu as réussi à avoir une bourse qui t'a amené, un programme de l'UNESCO qui t'a amené dans un pays, en Inde. Et malgré les tentatives de découragement, tu as été focalisé sur ton objectif. ah, Et bien ce que tu évidemment. dis me marque beaucoup parce qu'il y a des éléments qui ressortent, c'est la détermination et la vision, la clarté de ta vision, parce que il fallait avoir une certaine vision pour faire certains pas, l'un à la suite de l'autre, être déterminé, retrousser ses manches, travailler dur pour te retrouver en Inde et te dire que je vais maintenant à la Van Humboldt Foundation parce que c'est là-bas où j'ai mon appel. Et tu as réussi à obtenir cette bourse très prestigieuse pour aller en Allemagne. Comme dans Ouais, tes plans. Waouh, waouh. c'est ça, oui, on va dire, les choses ont marché exactement comme je pensais pour mon Ouais, post-doctorat. Donc, tout était parfait. Et du coup, je suis en Allemagne, c'était encore toute une autre école parce que ouais, là, maintenant, je me foutais un autre monde ouais. et un autre environnement de recherche. Et l'avantage de mon passage en Inde, c'est que j'avais déjà quand même une expérience dans l'utilisation d'un certain nombre d'équipements de laboratoire. Et en Allemagne, l'Allemagne a beaucoup plus forgé à moi cette attitude d'excellence dans la recherche. Ce que j'appelle excellence dans la recherche, c'est la notion de limiter la course au nombre, mais réduire, mais se focaliser sur la qualité. Parce que je me rappelle quand j'arrive en Allemagne, j'arrive avec le même mindset du Cameroun. Non, il me faut pas mon doctorat. Maintenant, après 18 mois, j'ai publié 5 articles scientifiques dans des journaux, dans les meilleurs journaux de mon domaine. Et puis, j'arrive en Allemagne avec la même âne et mon superviseur qui me calme. Il me Mhm. dit, mais non, là, maintenant, quand je vois ce que tu as fait peut-être en 3 4 6 mois que tu es là, je trouve que c'est excellent. Et moi, je me dis, mais non, pour moi, dans mon timing, en 6 mois, j'aurais pu peut-être soumettre 2 papiers. Mais là, en 6 mois, je suis encore en train de batailler pour pouvoir finaliser un papier. Il me dit que non. C'est là où il me prend, il me dit non, mais là, tu es en train de faire un travail excellent et focalise-toi pour pouvoir donner le meilleur du travail que tu es en train de faire. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer à moi la notion de qualité, en fait, de très grande qualité. Parce que même Mhm. qu'on peut toujours essayer de publier très positif, faire de la qualité, mais faire de la qualité qui impacte. Une qualité où quand tu produis un article scientifique, que cet article scientifique-là puisse être cité, qu'il puisse être référencé un peu de partout. C'est surtout ça.
Et donc, du coup, j'ai eu pris part à plusieurs programmes de formation qui m'ont permis de comprendre d'abord ce que c'est que rédiger un programme une proposition de recherche, quels sont les éléments qu'il faut y intégrer. Et c'est là où j'ai découvert quelque chose de fantastique où pendant nos programmes de formation, nous fait comprendre la notion de projet excellent contre projet compétitif. J'ai dit, mais attends un peu, la différence est là ambiguë. Comment est-ce qu'un projet peut être excellent et ne pas être compétitif? C'est là où on nous intègre un certain nombre de choses dans la tête selon laquelle la notion de compétitivité renvoie au fait de pouvoir donner aux bailleurs de fonds ce qu'ils demandent. Tandis que la notion d'excellence consiste à avoir une idée extraordinaire. Alors, en général, le bailleur de fonds, lui, qui lance son financement, il a des attentes spécifiques. Et quand vous répondez, il faut lui donner ce qu'il attend. Il faut lui dire ce que lui veut entendre. Donc, ce n'est pas une question de dire que mon projet est le meilleur des projets, mais est-ce que mon projet répond à ce que le bailleur de fonds veut? Donc, c'est ainsi que j'ai pu intégrer toutes ces notions-là. Et puis, quand je finis mon programme en Allemagne, je rentre au Cameroun. Et je fais encore un séjour au Cameroun. Et c'est de là que je décroche encore un programme au niveau de l'Angleterre et je me retrouve ainsi à Imperial College de Londres, qui est, comme tu l'as si bien dit, tantôt une institution assez prestigieuse. Beaucoup de personnes ne pourront peut-être pas connaître le nom de cette université, mais il faut dire que actuellement, elle est classée deuxième meilleure université du monde. Et depuis plusieurs années, elle a toujours fait partie du top 10 des meilleures universités du monde. Donc actuellement, il n'y a que le MIT qui est mieux classé que cette université dans le monde entier. Donc, ce qui fait que c'est encore un niveau où on apprend énormément. Et l'avantage de là où je suis maintenant, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait de ces institutions les institutions les plus innovatrices. Alors qu'en termes d'infrastructure, en termes de ressources, c'est presque les mêmes ressources que j'ai dans tous les autres laboratoires. Mais pourquoi ces institutions en elles-mêmes sont aussi prestigieuses? Pourquoi elles réussissent à se hisser au top par rapport aux autres? Et là, ça développe à moi une autre vision de la recherche que je n'avais pas, le côté business de la recherche, le côté lobbying de la recherche. Oui, tu as trouvé justement. Tu as trouvé ce qui les rend si prestigieuses alors. Oui, et c'est comme je l'ai dit, c'est ce côté business, ce côté lobbying. C'est que au-delà de faire une recherche de qualité, il faut faire connaître ces recherches de qualité. Et à tous les niveaux, pouvoir communiquer ces résultats scientifiques, tant au niveau des bailleurs de fonds, tant au niveau des politiciens qu'au niveau de la population. Quand la population est capable de pouvoir visualiser de manière palpable ce que vous faites comme travail de recherche, quel est l'impact que cela a sur elle, le regard qu'elle porte sur vous est différent. Et quand ce regard est différent, cela impacte aussi tous ces bailleurs de fonds qui mettent de l'argent et sont des institutions qui lèvent énormément de financement hors gouvernement pour pouvoir financer leurs recherches. Vous allez voir des grands milliardaires qui décident de mettre des millions et des millions de pounds pour pouvoir ouvrir un centre de recherche dédié à une thématique particulière. Et c'est ce lobbying-là qui fait que ils sont toujours en avance sur les autres parce qu'ils ont su capitaliser ce qu'ils ont. Ils ont su faire un lobbying et aussi la notion d'alumni, c'est-à-dire que pouvoir créer un networking de personnes ayant étudié dans ces institutions-là qui aujourd'hui sont prestigieuses, qui aujourd'hui ont réussi, qui aujourd'hui sont des entrepreneurs à succès, qui contribuent à rendre ces institutions aussi puissantes. Donc, c'est ce côté business, ce côté mind, ce côté lobbying de la recherche que, quand on est académicien, on ne voit généralement pas, ce qui est une erreur assez grave. Et un autre côté aussi, c'est que c'est un environnement où, quand tu conçois une idée de recherche, tu dois pouvoir concevoir derrière cette idée de recherche une start-up, une entreprise. C'est-à-dire, même quand tu rédiges un projet de recherche, on va te dire, dans ton projet de recherche, tu collabores avec qui? Et quels sont les outputs du projet? Est-ce que les outputs là, c'est quoi? Il faut pouvoir, ça doit pouvoir être visible. Et il y a aussi au sein de l'institution un soutien, je vais dire, assez fort de ce qu'on appelle le Research Office, qui accompagne les jeunes chercheurs à pouvoir atteindre leurs objectifs. Ça veut dire, si vous avez des projets que vous avez postulés, il y a des membres de Research Office qui sont très influents, qui sont très calés dans la rédaction des projets, qui vous
En fait, quand il révise votre projet, vous avez l'impression que c'est un reviewer qui a révisé le projet. Donc, ça fait que c'est autant de choses qui font que ils sont vraiment dans l'excellence, dans l'excellence. Et je veux là ajouter autre chose, c'est que au moment où je dois joindre Empire College London, j'ai la bourse Marie Curie pour aller en Italie. Et là, il fallait faire un choix entre aller en Italie et venir en Angleterre. Mais le choix était très vite fait pour moi. Je suis venu en Angleterre, j'ai laissé tomber Marie Curie malgré tout le prestige que cela a. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis en train de construire une carrière. Et dans une carrière, ce sont des pierres qu'on met les unes après les autres. Pour moi, je place Marie Curie en termes de prestige au même niveau que la bourse Alexander von Humboldt. Ce qui fait que, pour moi, à un moment donné, je me dis, avoir Marie Curie, c'est un plus, mais l'impact que cela a sur moi ne peut plus être vraiment très significatif du fait que j'ai déjà une bourse du même calibre. Il fallait donc que j'aille dans un autre environnement, dans un autre système. Or, Imperial College London, avec le prestige, comme je disais, d'avoir deuxième meilleure université du monde entier actuellement, m'offrait cette visibilité-là, en fait. Me permettait de pouvoir être parmi les grands, de pouvoir aussi inscrire dans mon CV que j'ai été là où les meilleurs y ont été. Et que l'avantage, c'est que quand j'y vais, je n'y vais pas comme quelqu'un qui va généralement apprendre un point de vue académique, mais qui est beaucoup plus dans la posture où il donne. En tant que postdoc, tu dois superviser les étudiants, tu dois proposer les sujets de thèse, les sujets pour les mémoires de master et tout. Donc, tu es en train de donner. Ça veut dire que tu es en train d'exercer ce que tu as appris à un niveau très élevé. Et on peut déjà imaginer en termes de rigueur ce que l'on attend de toi. Et ce n'est toujours pas assez évident de travailler dans ces environnements-là. Parce que vous voyez un environnement où un étudiant doit payer une scolarité à presque 42 000 livres. On est dans pratiquement 35 millions de francs CFA. Et quand vous devez manager ce genre d'étudiants, ben, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein, énormément de choses. Merci pour cette réflexion sur ton parcours du Cameroun à Imperial College of London, Noël. Revenons sur ta transition de la chimie, toute cette chimie aux matériaux, Sustainable Building Materials. Comment est-ce que tu as fait pour te focaliser sur ce domaine-là? Où est-ce que la transition s'est créée et pourquoi? Ok, très bien. Cette question rejoint celle que quelqu'un m'a posée à une conférence ici quand j'étais à une conférence en Irlande du Nord. Quand je me présente comme chimiste, la personne me dit que mais qu'est-ce qu'un chimiste vient faire dans le béton, dans le ciment et tout ça et tout ça. Et je lui dis, tout c'est la chimie. La chimie, c'est la base. Dès lors où on veut quitter d'un élément A et le transformer en élément B, c'est ça la chimie. La transformation de la matière. Donc, moi, j'ai étudié la chimie. Il faut savoir qu'au Cameroun, quand vous étudiez chimie, c'est chimie générale jusqu'à première année de master. Ce n'est qu'en deuxième année de master que vous vous spécialisez. Et mais je me retrouve dans les matériaux de construction tout simplement parce que dans notre laboratoire, dans notre département, il y avait un laboratoire qui faisait dans la céramique, qui faisait dans les ciments. Et du coup, pour moi, étant au Cameroun, et avec cette idée selon laquelle on doit faire des études qui ont un impact pratique. Parce qu'on à un moment donné que non, vous faites le long crayon, il faut faire des choses qui sont pratiques, des choses qui sont palpables, des choses qu'on peut toucher. Et du fait que là-bas, vous pouvez rentrer, quand tu rentres au laboratoire, tu fais une manipulation, tout au lendemain, tu as un produit. Ça se voit. Tu peux dire, voici un béton que j'ai fabriqué. Et du coup, tout le monde comprend que tu fais quelque chose de palpable. Et c'est toute une période où au Cameroun, il y avait une très grande pénurie en termes de ciment. Et du coup, pour moi, faire cette recherche dans le domaine du ciment était vraiment très, très, très encourageant. Donc, je vais dire, il n'y a pas eu de transition. Je n'ai que fait de la chimie et je ne fais que de la chimie depuis le début jusqu'à maintenant. Parce que quand on parle du ciment, c'est de la chimie essentiellement. Quand vous voyez cette poudre grisée là, que l'on mélange avec de l'eau, quand vous mélangez les deux et puis ça diffuse, qu'est-ce qui fait que ça diffuse? C'est ça que la chimie. Il y a énormément de réactions chimiques qui se passent à l'intérieur. Il faut dire que ce sont des choses le ciment a été inventé, ça fait plus de 200 ans aujourd'hui. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore énormément de choses à l'intérieur qui restent incomprises et qui sont toujours en train d'être assez investiguées.
rejoins-nous pour le Recherche Rosette programme, ce programme de 2 semaines que nous passons ensemble avec moi et mon équipe et toi bien sûr pour t'aider à clarifier ta vision, à te réaligner avec tes valeurs, tes missions et surtout à structurer, à te donner un plan d'action pour tes publications et pour tes appels à financement. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te prendre en main. Commence dès aujourd'hui parce que l'Afrique a besoin de toi. Dans un contexte où on parle de changement climatique et de l'environnement, l'industrie du ciment est l'une des industries les plus polluantes au monde, avec environ 8% de CO2 émis par an. Ce qui fait que, et quand on terme en termes de consommation mondiale, le béton, qui est un ensemble du ciment, plus de sable, plus de l'eau et plus des agrégats, c'est ça qu'on construit le béton. Aujourd'hui, en termes de volume, le volume de béton consommé dans le monde entier est, après l'eau, le matériau le plus consommé. Ça veut dire que quand on considère la quantité d'eau consommée au monde entier, la quantité de béton, le béton est le deuxième matériau le plus consommé au monde. Et on peut très bien comprendre parce que c'est un matériau dont on a besoin pour tout faire. Et du coup, il pollue énormément. Et du coup, il faut trouver des solutions alternatives à ce matériau. Ce qui est donc aujourd'hui l'une des principales thématiques de recherche dans presque tout le monde entier. C'est comme ça que je me retrouve dans cette thématique de recherche. Et l'autre avantage, c'est que les matériaux sur lesquels nous on développe aujourd'hui, qui sont des matériaux qu'on appelle les matériaux activation chimique, c'est-à-dire que on a l'avantage que la quasi-totalité des ressources que nous avons en Afrique peuvent être utilisées pour fabriquer ce genre de matériaux. Pour un peu essayer, pour être clair, comment est-ce que le ciment est fabriqué? Pour fabriquer du ciment, vous avez besoin du calcaire, ou encore le marbre qu'on utilise pour utiliser les carreaux, c'est du calcaire en fait. Donc vous avez besoin du calcaire. Vous avez besoin de l'argile qu'on utilise pour fabriquer les carreaux aussi, qu'on utilise pour fabriquer la poterie, la porcelaine. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin un peu de sable ou un peu de bosserie en fonction de la composition des entreprises que vous chauffez à haute température jusqu'à 1450. Et quand vous confondez, tout ça, ça fusionne. Ça devient presque comme un liquide. Et puis, du coup, est-ce qu'on fait par la suite? On fait un refroidissement rapide. Quand on fait un refroidissement rapide, on a un matériau qu'on appelle le clinker. Ce clinker, donc, est importé au Cameroun. C'est-à-dire que dans la quasi-totalité des pays du sud du Sahara importent ce matériau. Bon, on a l'habitude de dire que c'est la matière première du ciment, mais c'est pas la matière du ciment. C'est pas la matière première du ciment. C'est donc quand on importe ces clinkers-là, on le broie donc maintenant, on le mélange à la pouzzolane, qui sont des rejets issus des éruptions volcaniques. Ces matériaux qu'on broie, on mélange à ce clinker-là pour faire des ciments composés. Et c'est ce qu'on utilise depuis longtemps au Cameroun, dans beaucoup plus de pays, au Kenya, au Tchad, un peu plus au Congo, dans tous ces pays africains, c'est cela qu'on utilise. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas cela localement? Vous voyez, j'ai parlé de l'énergie. 400 jusqu'à 1450 degrés, ça demande de l'énergie. Et je vais choquer en disant qu'aujourd'hui au Cameroun, par exemple, on n'a une seule cimenterie, celle qui est au nord. Et toutes les autres unités là ne sont que des unités de broyage. Donc au Cameroun, il n'y a que l'industrie de fabrication de ciment située à Figuil qui produit du clinker au Cameroun. Toutes les autres situées au niveau de Douala et de Noma et Osla importent du clinker, le broient et le mettent juste dans le sac. Ce qui fait que cela n'a pas un impact sur l'impact sur l'économie est très faible. Alors quand on transforme tout localement, l'impact sur l'économie est très élevé. Donc c'est ça qui a poussé à ce que l'on se tombe dans ce domaine de recherche et que l'on trouve des solutions alternatives. Il y a donc des solutions alternatives, comme je disais tantôt, où on peut prendre cette pouzzolane-là, où on peut prendre cette argile, où on peut prendre cette latérite que l'on trouve partout et on mélange avec un produit chimique une solution alcaline et on a quelque chose qui durcit et qui est aussi dur que le béton. C'est un peu dans cette recherche-là que je suis engagé depuis des années et de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans différents domaines de la société. Pouvoir fabriquer ce lien qui est le ciment, qui peut coller plusieurs choses entre elles et l'utiliser donc maintenant dans d'autres domaines de la société. C'est un peu ça la vision dans laquelle je suis lancé depuis bientôt un peu plus de 10 ans aujourd'hui, où j'essaye donc de développer ces matériaux de construction
qui ont l'avantage que, contrairement aux cimenteries qui vont demander des ressources assez énormes pour être implantées, ces matériaux ont la particularité que on peut implanter des unités toutes petites dans chaque partie des régions, que ce soit au Kenya, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Éthiopie, où on a d'énormes réserves, par exemple, en cendres volcaniques, en pouzzolane, en réserve volcanique, ou en République démocratique du Congo, quand on parle de Goma, de l'Est, du Kivu et tout ça, on a énormément de chaînes montagneuses là-bas qui produisent ces ressources-là et qui peuvent être utilisées localement sans que l'on ait besoin de les transporter sur des centaines de kilomètres. Et c'est ça l'avantage de cette nouvelle approche qui est en train d'être développée en termes de matériaux de construction. Ok. Donc, en fait, si je dois résumer, actuellement, tes travaux de recherche portent sur des solutions alternatives pour créer une sorte de ciment sans carbone ou alors de ciment sans, Le ciment bas carbone, on va dire oui, ça comme ça. oui, sans carbone, parce que tu as constaté qu'il y a une pollution très forte dans le domaine du béton et tout ce qui est matériaux de construction. Et tu as dit que le béton était le deuxième aliment au Matériaux pour produit, construire nos morts. matériaux consommés au monde après l'eau, derrière Oui, l'eau. Et donc, il y a beaucoup de pollution dans ce secteur-là. Il faut trouver des alternatives pour pouvoir sauver les hommes parce que si ça pollue, ça dit que nous, on est en danger. Deuxièmement, tu as remarqué qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, tous ces éléments de matières premières qui constituent le ciment sont importés, notamment le oui, calcaire. Et donc, oui, ça fait qu'il y a une perte au niveau économique dans les pays puisqu'on importe quelque très bien. part, donc c'est qu'on donne l'argent ailleurs. Et toi, tu penses qu'il faudrait faire ça localement. Et quoi de mieux que de faire ça localement avec ce qui existe déjà dans notre environnement. Et Très vous avez trouvé des produits, des éléments actifs qui peuvent remplacer ces éléments qu'on importe et créer donc ce nouveau ciment alternatif qui va donc répondre à tous les problèmes et qui sera en plus facile à implémenter Ouais, et donc va résoudre beaucoup de problèmes que les pays actuellement ont en Afrique. C'est ouais, ça, j'ai bien compris? ouais, Ok. c'est ça, parfait. Ok, ok, super. Ok, j'ai eu peur de me perdre en route, mais ça va. Quand je vois chimie, j'ai toujours très peur. Est-ce que je tiens ou est-ce que je ne tiens pas? Mais là, ça va. Ok, donc on a bien compris ton domaine, ton expertise et les problèmes que tu veux résoudre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pars toujours d'un problème. C'est-à-dire que tu pars toujours d'un problème que tu identifies et tu essaies de transformer ça en un développement de carrière, en une solution, quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utile dans ta démarche pour les jeunes scientifiques qui nous écoutent actuellement, qui peut-être n'ont pas cette approche de je vois un problème, je dois résoudre le problème, plutôt dans l'approche je vois le problème, donc je peux pas avancer parce qu'il y a un problème, donc je suis bloqué. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là qui nous écoutent actuellement et qui se disent, ah non, 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 il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés, je n'ai pas de ressources, donc je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu lui dis? Ok, il faut déjà dire que si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vie. On Ça, c'est fait. vit, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vie. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'on vit. Ça veut dire que notre environnement n'est pas inerte, notre environnement est dynamique. Et dans ce dynamisme-là, on doit pouvoir résoudre des problèmes. Et c'est là où nous, en tant que scientifiques, on intervient. Il faut rappeler que la science est là pour permettre à l'homme de comprendre son environnement, de maîtriser son environnement, de pouvoir vivre en harmonie avec son environnement. C'est ça le but ultime de la science. Et donc, lorsqu'on fait de la recherche, c'est pour permettre à ce que les populations se sentent à l'aise. Et pour permettre aux populations de Mhm. se sentir à l'aise, il faut d'abord pouvoir identifier quelles sont les difficultés que ces populations-là rencontrent. Donc, à aucun moment, cela ne doit se poser comme un problème. On doit toujours savoir que s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution quelque part. Et il faut toujours savoir qu'on n'est pas les premiers à commencer quelque chose. Il y a des gens qui ont commencé avant nous. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir reposer sur ce que les autres ont fait et voir quelles a été les limites de ce qu'ils ont fait et comment est-ce que vous pouvez aborder cela. C'est ça un peu le fondement, le B à bas de la science. Et j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, pour être innovant, vous n'avez qu'à rentrer à des années en arrière. C'est-à-dire que, parce que aujourd'hui, je vais dire qu'on est parfois dans ce qu'on a, je veux parfois dire un peu du réchauffé. Ça veut dire que ce sont des choses qui ont existé à une certaine époque, mais du fait de l'indisponibilité des ressources, on ne comprenait pas très bien comment ça se passait. Et aujourd'hui, avec les ressources, on peut mieux comprendre comment ça se passe et on peut mieux appréhender cela. C'est ainsi que même dans le cadre de mes recherches, je retourne à la Terre.
comme nos ancêtres utilisaient la terre pour faire le torchis. Je pourrais peut-être choquer certains gens en disant que c'est un sujet de recherche qui aujourd'hui est d'actualité. Parce qu'on se rend compte que on a abandonné la terre pour tomber sur le béton. Et maintenant, on se rend compte que le béton, lui, nous apporte certes beaucoup de solutions, mais il apporte aussi beaucoup de problèmes. Alors qu'avec la terre, il y a des problèmes que l'on n'avait pas. En termes de confort thermique, en termes de protection, de pollution, on n'avait pas ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit le problème que vous avez, sachez que il y a toujours des solutions à un problème et on doit pouvoir identifier. Et si on est scientifique, on doit pouvoir avoir cette démarche scientifique qui consiste à pouvoir identifier le problème. Identifier le problème, c'est d'abord comprendre quel est le problème qui se pose. Pourquoi le problème se pose et qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir parler à ce problème-là. Donc, ça ne devrait pas être un obstacle dans tous les cas. Ça ne devrait pas être un obstacle. D'accord, merci, Noël. Tu dois quand même aussi reconnaître que, je sais, il y a des jeunes qui pourraient se sentir peut-être lésés parce que ça demande une certaine persévérance, une certaine résilience ou alors un certain esprit critique qu'il faudrait développer. Quelles sont selon toi les compétences ou les skills que les jeunes actuellement devraient pouvoir travailler ou avoir ces compétences-là aussi? Tout d'abord, j'ai parfois demandé à certains jeunes, pourquoi est-ce que vous engagez dans une carrière de recherche? Si c'est pour avoir le titre de docteur et plaquer là que je suis docteur dans tout le quartier, ben, vous avez beaucoup de chances d'abandonner. C'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut de la passion. Surtout pour nous qui évoluons dans un environnement où je vais être très péjoratif en disant, tout est mis en place pour vous décourager d'avancer. Et ça, c'est un problème qui est global dans presque tous les pays africains. On s'est rencontré à une conférence à Accra au Ghana, on était invité par la Royal Society et le Commonwealth où c'était pour une conférence scientifique. Où, quand mon collègue du Ghana parle d'un problème, le Tanzanien parle d'un problème, le Kenya, j'ai l'impression que on vit tous dans le même pays. Donc, c'est une problématique qui se pose dans presque tous nos pays au sud du Sahara. Il y a quelques grands pays qui sortent un peu du low-tech, l'Afrique du Sud, le Botswana, mais la majorité de ces d'autres pays, on pleurait, on avait presque le même problème. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous vous engagez dans la recherche, il faut aimer la recherche. Sachez que la recherche peut vous amener très haut. La recherche peut vous faire découvrir les choses que vous n'avez jamais découvertes. Ça peut vous faire vivre des choses que vous n'avez jamais pensé vivre. Et donc, du coup, dès lors où vous vous engagez dans la recherche et que vous avez des difficultés, sachez que si vous pensez que la recherche est la chose par laquelle vous allez atteindre vos objectifs, alors vous ne pouvez que chercher. Je dis souvent, si tu abandonnes, il faut quand tu abandonnes que tu saches que tu as une alternative meilleure. Mais dans la mesure où tu es à terre, au sol, comme on dit souvent là, tu ne peux pas te baisser plus bas que ça. Donc du coup, tu ne peux que grimper. Donc du coup, il faut puiser à l'intérieur de soi la volonté de réussir et surtout la rigueur scientifique. Trouver des modèles, chercher qui sont ceux qui ont réussi dans le domaine dans lequel je suis. Comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on entame une carrière dans un domaine, on doit pouvoir dire qui sont ceux qui ont réussi et comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver. En essayant d'étudier leur parcours, on peut voir des choses qui sont similaires à nous et pouvoir les adapter. Tout repose dans la notion de volonté et la détermination. Et au-delà de tout cela, il faut donc maintenant s'entourer des mentors qui vont pouvoir nous accompagner, qui vont pouvoir nous encadrer, qui vont pouvoir nous donner des conseils. Et en termes de mentoring, il faut faire du networking. Il faut se faire connaître. Il faut communiquer dans ce qu'on fait. Tout ça sont des éléments qui permettent à ce que la solution peut même venir d'ailleurs. C'est-à-dire, tu peux être en train de faire ton travail comme ça, quelqu'un qui a entendu parler de toi est aussi en train de faire le même travail, te contacte et puis décide. Moi, je me rappelle, quand je faisais mon master, l'une de mes toutes premières collaborations, j'avais fait un article scientifique, je l'ai publié sur LinkedIn. On était là autour de, je crois que c'est 2013. Quand l'article est publié sur LinkedIn, un jeune gars qui est en Malaisie me contacte, que j'ai lu ton article, je suis intéressant, j'aimerais bien qu'on collabore.
C'est comme ça qu'on entre en contact, on commence à collaborer. L'année qui suit, on a publié un article ensemble. Comment on publie un article ensemble? Avec des camarades au laboratoire au niveau du Cameroun, on avait des idées sur lesquelles on travaillait déjà. Mais on était limité en termes de ressources pour pouvoir caractériser un échantillon. On leur a dit que non. Si tu peux nous aider à caractériser nos échantillons, c'est déjà une très bonne chose. C'est qu'on a préparé nos échantillons, on a envoyé nos échantillons à Malaisie. Il nous a fait toutes des caractérisations et on a commencé à travailler. On ne s'était jamais vu. Et je rappelle que cet ami-là, c'est il y a 2 jours qu'on se vit physiquement pour la première fois. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et pendant ces 10 ans-là, on a rédigé des projets ensemble qui ont été successful. Au Danemark, on a rédigé un projet ensemble qui nous a été financé à presque 300 000 euros, où on a recruté 2 postdocs. On ne s'était jamais vu. Jusqu'aujourd'hui, on collabore sur le projet. Et ce n'est qu'il y a 2 ou 3 jours qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Mais on a toujours collaboré ensemble. On a toujours produit des articles scientifiques. Voilà par exemple un moyen par lequel on essaie de surmonter nos limitations, nos limites. Et on doit pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, avec Internet, on a un avantage énorme. Nos prédécesseurs n'ont pas eu cet avantage-là. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus de raison de se plaindre. Tout est ouvert. Tu peux rester, tu contactes un chercheur dans n'importe quel pays du monde. Tu lui parles de ta recherche, il sera intéressé. Dès qu'il voit qu'il y a un produit qui peut ressortir à ça, il sera intéressé à ta recherche. Et son site peut même t'offrir un séjour de recherche chez lui. J'ai accompagné beaucoup d'autres collègues, beaucoup d'autres jeunes comme ça qui sont retrouvés en train de voyager dans tout le monde entier. Alors que quand ils me voyaient voyager, ils disaient que c'était la sorcière. Je dis que non, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment pas de magie dessus. Il y a LinkedIn, écrire à des gens, tu les articles scientifiques. Dès que tu identifies quelqu'un qui t'intéresse, le profil t'intéresse, tu regardes un peu son profil, son laboratoire, ce qu'il fait, tu fais un mail. Il va te répondre, il va pas te répondre. S'il ne te répond pas, c'est pas grave. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer d'écrire. Au moins une personne va te répondre et puis tu vas avancer. C'est comme ça que ça marche en fait. Et dès que tu commences à voyager, ben, les portes s'ouvrent, hein. Et surtout quand tu voyages, et surtout, j'ai l'habitude de dire, quand on va dans une collaboration à l'étranger, il faut pouvoir laisser les traces. Il faut pouvoir faire bonne figure. Faire bonne figure repose d'abord dans la qualité du travail que tu fais et aussi dans l'interaction que tu peux avoir avec les autres personnes autour de toi. Et en termes d'interaction, je parle d'impacter. Impacter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en dehors de ma recherche que je fais, comment est-ce que je suis utile à d'autres camarades, à d'autres collègues avec qui on travaille? Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime trop bavarder. Ça veut dire que si je fais ma recherche, tout le monde autour de moi doit savoir la recherche que je suis en train de faire. Sauf que cet esprit de bavardage me permet généralement de mieux communiquer sur ce que je suis en train de faire. Et si je fais des erreurs, au moins s'il y aura une personne dans mon bavardage qui va me dire, ah, mais là, ce que tu as dit, ça ne tient pas debout. Et c'est là où le débat peut sortir, le débat peut surgir. Et quand tu rentres après chez toi, tu te rends compte que, ah, cette personne avait raison, elle a dit quelque chose de pertinent. C'est comme ça qu'on développe euh, ses connaissances dans un domaine précis, sans avoir besoin de lire des tonnes d'articles. Parce que ça va prendre énormément de temps pour pouvoir lire tout ça. Mais dans les échanges avec des gens, on apprend très rapidement. Parce que généralement, quelqu'un va dire un mot là, qui va venir, ça dit, le mot là sera comme un puzzle. Ça sera comme une pièce d'un puzzle, d'une idée que vous aviez déjà. Et ça va débloquer tout. Et puis, on ne sait pas où ça peut amener. Donc, les échanges sont très importants. Pouvoir discuter avec les autres, être ouvert et éviter ces choses où je fais ma recherche, je me cache parce qu'il y a ces jeunes-là qui font souvent comme si la recherche qu'ils font, c'est la recherche là qui va changer le monde. Mais non, vous n'êtes qu'un élément parmi tant d'autres. On peut se passer de vous. Quelqu'un d'autre fera quelque chose de meilleur que ça. Donc, soyez ouverts. Bon, oui, on va peut-être dire qu'il y a cette notion de propriété intellectuelle qui veut qu'on ne divulgue pas dans la profondeur de ce qu'on veut. Oui, mais au moins, de manière grosso modo, vous devez être capable de dire la recherche que vous faites sans toutefois divulguer les éléments clés de votre recherche. C'est ça qu'on appelle la communication scientifique. Généralement, quand on rédige, par exemple, les propositions de recherche pour les financements, pour les subventions, on vous dit, écrivez ce qu'on appelle les summary, un résumé qui pourrait être compréhensible par tout le monde. Et vous le faites, sans toutefois mettre des éléments critiques. Oui, Est-ce que quand vous le faites, ça veut dire que on va voler votre idée? Non, on va pas voler votre idée. Parce d'accord. que l'élément critique, c'est vous qui l'avez, et puis Oui. vous dites seulement ce que vous avez à faire. Et justement, tu as parlé de la passion pour son métier, de la rigueur scientifique, la détermination, trouver des modèles, le networking, la qualité du travail et comment est-ce qu'on laisse des traces là où on est parce que c'est pas seulement tout de faire de la science, il faut aussi savoir comment tu raisonnes avec les gens qui sont autour de toi. Et moi, j'aime souvent dire qu'il faut être authentique, ça veut dire que
tu es devant quelqu'un, tu dois pouvoir être toi, mais savoir que tu ne dois pas être derrière quelqu'un d'autre parce que il y a des gens qui essaient de camoufler, de faire des choses pour mentir, pour avoir quelque chose en retour. Et après, dès qu'ils sont partis, ils sont contents en pensant ils ont gagné. Mais ils ont gagné cette fois-ci, mais à quoi bon? Parce qu'après, tu risques de Ouais, faire quelque chose ça finit par à toujours long frapper. terme. Et donc, moi, je me suis dit qu'il faut être authentique pour être justement partagé, comme tu le dis, partager quelque chose, donner, comme tu avais si bien dit, donner aux autres, même sans recevoir quelque chose. Parce qu'à la fin, c'est ça qui va te donner d'autres choses aussi plus tard dans ta carrière, parce que tu ne vis pas pour un jour, tu es censé vivre pour longtemps. Et c'est incroyable comment tu as pu gérer une relation de 10 ans Ouais. sans voir la personne, mais c'est incroyable. C'est vrai qu'il y a quelqu'un que je connais qui j'ai fait 2 ans sans encore voir. C'est comme si je la voyais tous les jours, mais je sais que je la connais. Mais je ne sais pas comment on a fait 2 ans sans se voir, mais c'est incroyable. Et c'est juste Internet, comme tu dis, avec Internet, on a la chance de... Ouais, avec Internet, on pouvait avoir les communications Ouais, sur Skype, sur Teams, et ouais, du coup, c'est ouais. comme si on était physiquement ensemble. Ouais. En fait, oui. Tu as gagné également beaucoup, beaucoup, beaucoup de financement. J'aimerais que tu donnes quelques petits conseils aux jeunes qui actuellement ont justement besoin des financements, soit pour aller à l'étranger, acquérir des expertises non disponibles, ou alors même identifier ces financements-là, parce qu'il y en a certains qui ne savent pas identifier, ou comment également sécuriser les opportunités cruciales pour leur carrière. En quelques minutes, parce que je sais que tu ne peux pas faire, tu vas faire tout un cours sinon. Je pense que si tu se maries, c'est ce que pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus, comment tu as, quels sont les éléments, si tu dois dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, quels sont les éléments majeurs qui puissent permettre à quelqu'un d'identifier les bons financements, de sécuriser ces financements-là et donc de changer complètement sa vie? Moi, j'ai dit la meilleure là-bas la plus simple, c'est la curiosité. Ok. Moi, la bourse qui m'amène en Inde, comment je tombe sur cette bourse-là? Dans ma quête des bourses, à chaque fois qu'au département on disait que il y a un séminaire de quelqu'un qui a voyagé, je ne manquais pas, même sur SEO. Je dois être là, j'attends la dernière partie remerciement. Je vois les financements qu'il a, les laboratoires avec lesquels il a collaboré. Ok. Et j'ai eu cette idée-là à une thèse de doctorat de physique. Mhm. Parce que dès que je vois le communiqué de la thèse de doctorat de physique, je me dis, je vois là que la personne a voyagé. Alors là, je dois être à la soutenance. J'attends la partie remerciement. C'est là où j'ai entendu pour la première fois le mot TOAS. Voilà, ça dit que voilà une approche assez simple qui vous permettra d'avoir une idée sur une pléthore de financements dont vous n'avez même Mhm. pas idée. Mhm. Parce que des gens voyagent et des gens ont des programmes. Et à notre époque, c'est des choses qui étaient vraiment très cachotées. Les gens cachaient. Ah C'est-à-dire quand oui, quelqu'un voyage comme ça, là, ah il ne oui, va jamais te dire que voici le jamais. programme que moi j'ai eu. Non, 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 comment? Jamais. Et moi, c'est l'astuce que j'utilisais, puisque tu ne vas pas faire une communication orale et ne pas remercier la personne qui t'a financé. Exactement. C'est comme ça que je suis tombé sur plusieurs financements parce que c'était vraiment fermé. Oui. Et c'est comme ça que je suis tombé sur plusieurs financements et ça m'a permis donc maintenant d'avoir une idée. Et quand je suis tombé sur plusieurs financements, quand je peux maintenant faire mes recherches sur Google, quand tu vas taper le nom de ce financement-là, forcément d'autres vont apparaître. Forcément. Et du coup, tu vas pouvoir naviguer dans tout cela et puis tu vas faire. Ça dit que voilà vraiment une approche vraiment aussi Mm, simpliste. mm. Bon, maintenant, après ça, il y a le networking, pouvoir avoir, c'est-à-dire que pouvoir identifier les professeurs, leurs écrits, dire vous êtes intéressé à leur projet de recherche et tout, et tout, et tout. Et c'est à eux donc maintenant de vous répondre ou de ne pas vous répondre. Et c'est un peu ça, quoi. Mais ça, c'est vraiment une approche assez simpliste. Aussi, Oui, souscrire au newsletter. oui. Parce qu'il y a, il y a des programmes, il faut souscrire aux newsletters qui vont vous suivre les organisations comme l'Académie africaine des sciences, qui a des newsletters qui permettent de divulguer les opportunités de recherche, les opportunités de financement. C'est très important. Toutes ces organisations internationales-là et même nationales, il faut toujours être connecté à cela. Étant en train de traîner, j'ai créé une formation Bacterial Genomics avec Dentotune for Africa Academy. Et donc, si tu veux avoir accès à cette formation lorsqu'elle sera disponible, je te laisse le lien dans la description pour que tu puisses déjà réserver ta place pour avoir cette formation qui sera probablement gratuite aux 20 premières personnes qui vont s'inscrire sur cette liste et par la suite deviendra payante. Elle sera accessible en français pour permettre aux personnes de la francophonie de pouvoir comprendre cette science qu'est la bioinformatique. Ok, super, c'est vraiment pratique. Je pense que même tout le monde peut appliquer ça dès aujourd'hui, peu importe le niveau, c'est vraiment très très pratique. Rien à dire, vraiment, il y a même d'autres que je ne savais pas à la partir aux conférences, juste pour voir les remerciements. Ça, c'est super. C'est vraiment une astuce secrète, ça. Et donc, quel est ton futur pour l'Afrique maintenant, Noël? Mon futur pour l'Afrique, c'est vraiment de voir une Afrique où la recherche est au cœur, où la connaissance est au cœur
développement. Un peu comme l'un des slogans de l'Académie africaine des sciences, c'est la transformation à travers la connaissance. Je sais un peu de paraphraser ça comme ça là. C'est-à-dire que Ok. utiliser la connaissance pour pouvoir transformer. Moi, c'est un peu ça ma vision. Comment est-ce que tout ce que je fais aujourd'hui doit pouvoir avoir un impact significatif sur l'Afrique? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les projets de recherche que je monte, même avec des partenaires à l'étranger, ma vision, c'est toujours comment est-ce qu'on va les appliquer sur l'Afrique. Parce que moi, je leur dis toujours, aujourd'hui, on parle du changement climatique. Tout le monde parle du changement climatique. Dans notre domaine, l'industrie de la construction du bâtiment, qui est l'un des domaines les plus pollueurs, quand ils parlent du changement climatique, ils proposent des solutions, mais tous ignorent que là où on a le plus besoin de ces solutions-là, c'est en Afrique. Donc, ça veut dire que si on doit proposer des solutions, ce sont des propositions qui sont viables en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on estime que quasiment 70% des infrastructures dont l'Afrique aura besoin d'ici 2035 ne sont pas encore bâties. Tandis que les pays occidentaux, 80% de leurs besoins infrastructurels d'ici 2035 sont déjà bâtis. Donc, ce sont des environnements où, en termes de développement dans ce secteur-là, la vitesse est très faible. Alors qu'en Afrique, le boom est élevé. Et si aujourd'hui l'Afrique décide de se développer au même rythme que les pays occidentaux, alors là, ça sera la catastrophe. Mais nous, Africains, ne pouvons pas aussi mettre en péril notre développement infrastructurel au bénéfice de l'environnement. Les autres sont développés, ils ont eu le temps de tout détruire. Donc, ça veut donc dire que nous aussi, on doit pouvoir se développer. Mais étant donné que quand c'est un changement climatique, ça n'affecte pas qu'une partie du monde, ça affecte tout le monde. Ça veut dire que nous aussi, on doit pouvoir prendre conscience de cela et d'intégrer cela dans nos recherches. Tout à l'heure, je te parlais, par exemple, l'utilisation de la terre battue, qui est quelque chose qu'on a utilisé pendant longtemps, mais qui aujourd'hui essaie de refaire surface. Parce qu'aujourd'hui, dans les idées de recherche, c'est quoi? C'est de pouvoir transformer cette terre-là pour qu'elle puisse avoir des caractéristiques proches de celles d'un béton. Qu'on puisse utiliser cette terre-là de la même manière qu'on utilise le béton. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pour utiliser cette terre-là, on doit avoir des moules, on prend de la terre, on met de l'eau, on met de la paille, on met un peu de la chaux, on mélange, on fait des briques, on laisse ça sèche. Ou alors on va faire des briques cuites qui elles-mêmes ne sont pas très viables parce qu'elles polluent énormément. On peut aussi faire des briques stabilisées qui, elles, vont utiliser de la terre, plus du ciment, plus de l'eau pour pouvoir stabiliser la brique. Mais toutes ces technologies ont toujours existé. Sauf que la manière avec laquelle elles sont pratiquées, la manière avec laquelle elles sont utilisées ne permettent pas effectivement à ce que on puisse les implémenter sur des projets très grands. Et donc, du coup, il faut repenser cela et faire ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle les bétons d'argile, les bétons de terre. Pouvoir conférer à la terre que l'on rencontre partout chez nous, autour de nos maisons là, transformer cela en forme de béton sans toutefois avoir besoin d'utiliser des produits chimiques à très grande quantité, mais des ressources qui vont augmenter le coût. Et là, on a un double avantage. Un avantage environnemental et un avantage économique. Et c'est là où maintenant on parle, par exemple, peut-être de l'impression 3D. Pouvoir utiliser cette terre-là pour pouvoir imprimer des maisons. Et on sait que quand on parle d'impression 3D, on peut construire une maison beaucoup plus rapidement que quand on a conçu beaucoup plus rapidement et à moins de coûts. Parce que toute la logistique dont on a besoin pour un chantier est vraiment minimisée. On a juste un robot où on pompe la matière première qui va essayer de tout imprimer et puis on va avoir le bâtiment. Donc du coup, c'est cette recherche-là aujourd'hui vers laquelle on est aussi poussé, pouvoir produire ce type de matériaux. En se basant maintenant sur toutes les connaissances que l'on a eues en travaillant sur d'autres types de ciments, d'autres types de liens, et pouvoir donc maintenant les incorporer dans ce matériau-là et promouvoir leur application. Donc c'est un peu ça ma vision, pouvoir un jour savoir que une recherche que j'ai pu faire ait un impact significatif euh, au niveau de l'Afrique. Parce que moi, c'est ça ma cible aujourd'hui. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, j'estime qu'ici en Europe, on n'a plus grand chose à développer. Et là où le besoin se situe, c'est en Afrique. Donc, c'est à ça que je pense. Et c'est pour ça que vous voyez même que même en Occident, beaucoup de chercheurs, promoteurs, surtout peut-être dans notre domaine, vous rendez compte que quand ils font leurs recherches, c'est pour l'Afrique. Même dans le domaine de la santé, Mm. Ouais. c'est-à-dire que Ils ont tous quand développé ils chez eux. font un sujet de recherche et que c'est dédié vers l'Afrique, puisque c'est un domaine, un secteur assez vierge en termes d'information, en termes de Ouais. données, et du coup, quand vous tombez à l'intérieur là-bas, je peux dire que presque tout ce que vous avez fait avec une certaine rigueur scientifique, vous ressortez toujours avec quelque chose d'assez excellent. Parce que Exactement.
les spécificités sont complètement différentes de celles que on a dans les pays occidentaux. Vraiment complètement différentes. Donc, Ouais. du coup, c'est un peu ça, une Afrique forte où la connaissance, le savoir est au cœur du développement économique et industriel et où les gens peuvent vivre paisiblement. Et c'est pour ça que ce type de podcast est super intéressant parce que l'idée, c'est de pouvoir, on doit pouvoir impacter le plus grand nombre de personnes. On doit être capable de partager nos expériences avec les autres. Et à chacun d'entre nous de se faire sa propre idée et de savoir qu'est-ce qui est bien dans cette expérience, qu'est-ce que je peux puiser pour pouvoir atteindre mes propres objectifs. Mais savoir que on ne doit pas passer incognito. On doit Ouais. pouvoir laisser des traces. Et laisser les traces, c'est avoir l'impact. Moi, j'ai une fierté parce que j'ai des jeunes chercheurs que j'ai accompagnés, c'est-à-dire du début, et qui aujourd'hui, eux aussi, se trouvent dans la plus haute sphère, qui ont des financements les plus prestigieux, qui font des programmes de doctorat au Canada, un peu de partout. Donc, à chaque fois que je vois ça, je me dis, ah, là, au moins, je sens qu'il y a un impact. Mais il en faut plus. Il en faut plus parce que la maintenance est réduite. C'est pour Ouais. ça qu'à chaque fois que je peux soutenir quelqu'un, faire une lettre de recommandation, vraiment, je n'hésite pas à le faire parce que pour moi, à un moment donné, quand tu accompagnes une personne, l'impact de ça est vraiment beaucoup plus grand. Ouais. Et je finirai en disant ceci que aujourd'hui, une erreur que nous on fait, nous chercheurs africains, c'est que on fait la course au nombre de publications. On a l'impression que c'est quand on a publié 1000 articles qu'on est meilleur chercheur. Mais on doit savoir que publier un article, c'est la chose la plus basique qu'un chercheur puisse faire. Ça veut dire que si vous publiez des articles, bon, c'est C'est normal. normal. Oui. C'est-à-dire que si vous ne publiez pas, c'est ça qui est un problème. Parce que Oui. la normalité, c'est de pouvoir publier un article. C'est la chose la plus basique à faire. Et donc, du coup, vous devez savoir qu'au-delà de la publication, qu'est-ce qui se passe? Il faut pouvoir impacter. Il faut pouvoir accompagner. C'est pour ça que même pour ceux qui vont pouvoir poursuivre le financement, déjà, peut-être qu'on va dire hors PhD ou bien hors postdoctorat qui vont pouvoir poursuivre le financement des mid-level early career researchers. Jamais on va vous demander, what is your impact? Toujours. Comment est-ce que ton travail a impacté les autres? Quand on dit impact, ce n'est pas seulement que j'ai publié. Non. Non. Tu as accompagné combien de chercheurs? Tu as été mentor de combien de chercheurs? Où est-ce que ces chercheurs-là se situent aujourd'hui? Et voici les signes qui seront dans 5-10 ans. Mm. Quand on fait Marie Curie, par exemple, ce sont des choses qui rentrent à l'intérieur. Puisqu'on veut voir ta capacité, ta vision, comment est-ce que tu comptes avoir de l'impact. C'est l'un des critères dans le programme. Donc, c'est autant d'éléments que quand on est africain, on doit pouvoir intégrer dans notre démarche scientifique. Ouais. Savoir que quand on a un début de carrière, il faut absolument produire scientifiquement. C'est pour démontrer ce qu'on appelle le writing skill, Mm. tes capacités à pouvoir rédiger un travail de recherche. Ça, c'est le basique, c'est le B.A.-ba. Ouais. Mais quand tu as fini cela, quelle est la suite? La suite, donc, maintenant, c'est de pouvoir impacter, pouvoir monter des projets, travailler sur des projets multilatéraux avec plusieurs partenaires, pouvoir lead des projets. C'est à ce niveau-là que l'impact se situe. Ce n'est plus au niveau de dire, ah, j'ai publié tel nombre d'articles par an. Non, non. Et après, on commence à regarder les impact factors, on commence à regarder les H-index et tout. Ce sont des choses qu'on fait quand on commence encore, mais quand vous finissez votre doctorat et peut-être les 2 premières années de votre postdoc, oui, mais après ça, vous devez arrêter. Oui. Vous devez arrêter parce que moi, j'ai dit, par exemple, quelqu'un qui réussit déjà à publier un article scientifique chaque année, c'est excellent. Vous n'avez pas besoin de publier 10. Quand tu publies un article scientifique toutes les années, c'est que vous êtes l'auteur principal de l'article Ouais, bien scientifique. sûr. Mm. Vous pouvez collaborer dans d'autres projets avec les autres et ça vous donne pas mal d'articles, c'est fantastique, mais en tant qu'auteur principal de l'article, si vous publiez un article par an, quand on voit le temps qu'il faut faire pour initier une idée de recherche, travaux au laboratoire, résoudre, mais il n'arrive plus que le gars se trouve qu'il me dit qu'il a publié, par exemple, 10, 15, 20 articles. C'est difficile. Ça Mm. peut arriver dans certaines situations, mais c'est Ouais, pas, si ça devient une routine, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. exactement. Mm. Il y a des moments où ça peut arriver parce que par rapport à la qualité du travail, la nature du travail, ça peut faire que c'est un travail qui peut être publié sur plusieurs formes parce qu'il a plusieurs déclinaisons, plusieurs applications. Oui, mais à un moment donné, on doit arrêter la course aux articles et on doit pouvoir se focaliser sur L'impact. ce qui nous permet d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on doit plus publier. On doit Oui. toujours publier, Oui. toujours et toujours. Ben, c'est la chose la plus basique que l'on puisse faire en tant que scientifique. Oui. Donc, publier ne Super. doit plus être, comme je l'ai dit, Une un exception. achievement. Oui, oui, Non, oui, oui, oui. c'est plus un achievement. Oui. Ce n'est qu'une étape dans le parcours. Oui.
qui plus est, devient plus que banal à un moment donné du parcours. Oui. Waouh, c'était très inspirant. J'ai apprécié la discussion, Noël, ton partage et tout ce que tu dis pour l'Afrique, ta vision pour l'Afrique et comment toi tu œuvres déjà à ton petit niveau pour changer, pour accompagner les autres et pour vraiment être sûr que tes travaux ont un réel impact dans la vie de tous les jours de la communauté, ce qui est vraiment nécessaire pour le développement de l'Afrique et de tout le monde. On a une tradition quand on finit Day2 Africa, chaque épisode, c'est de poser une question surprise à nos invités. Oh. Une question qui n'ont pas eu ces questions-là parce que vous êtes souvent plein de questions, mais celle-là, vous n'avez pas. Et ça tombe toujours, c'est au hasard en fait. Et on te pose la question et tu as une seule phrase à dire, juste une phrase. Et c'est juste une question pour toi aujourd'hui, je sais pas deux, juste une phrase. Oh non. Quelle phrase aimerais-tu qu'on écrive sur ta pierre tombale pour résumer ta vie? Ah oui, ça fait tout cet effet-là. Une seule phrase. Impact. Impact. Donc, c'est un mot plutôt. Ouais. Impact. Pourquoi? Parce que j'estime que l'impact reste pour l'éternité. Wow. Donc, si jamais on me présente comme celui qui a eu un impact dans un domaine spécifique, pour moi, c'est la chose la plus importante. Wow. Pas celui qui a été successful, comme on dit en anglais, là, mais celui qui a eu un impact dans un domaine scientifique. Parce qu'on peut réussir dans un domaine sans avoir un impact. Donc, celui qui a eu un impact dans le domaine des sciences. Ok. Merci beaucoup, Noël, pour la magnifique discussion et pour ton partage, pour ton temps. J'espère que tu as aussi apprécié que moi. Moi, j'ai beaucoup appris. Et voilà. Merci beaucoup et on se retrouve dans les prochains épisodes de Day2 Africa Story pour ceux qui nous écoutent. Ok, merci.